Radio sous pente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille, qui va vous relater avec la camarade de combat Piquet-Coup notre dernier viron à une exposition de Ossip Zadkine à Montparnasse, petite maison atelier qu'il a fréquentée pendant une quarantaine d'années de son existence. Voilà, donc ce musée Zadkine, qui est situé au 100 rue d'Assas, à 2 pas du Jardin du Luxembourg, est un des plus beaux musées de Paris, avec un espace muséal intime et un jardin parsemé de sculptures, donc dans laquelle, comme tu disais, il a vécu près de 40 ans et qui est devenu un musée grâce à la promesse faite par sa compagne Valentine Prax de veiller sur son œuvre, et après plusieurs démarches qui ont réussi à aboutir à la création de ce musée. Donc cette exposition célèbre les 100 ans de l'exposition Art déco, qui nous fait découvrir une facette moins connue du sculpteur Ossip Zadkine. C'est son lien étroit avec les arts déco entre 1920 et 1930. Et il y a à peu près 90 pièces qui vont nous permettre de rencontrer ce monde de l'art déco. Donc cette exposition, qu'est-ce que c'était que cette exposition internationale des arts déco en 1925 ? Donc il y a 100 ans s'ouvrait l'exposition internationale des arts décoratifs industriels modernes entre avril et novembre 1925. Donc ça avait été une exposition qui avait été projetée dès les années 1910, qui a été repoussée à cause de la Première Guerre mondiale et qui entendait mettre en valeur la création française dans le domaine des arts décoratifs. Des artistes, des décorateurs sont invités à présenter des œuvres libérées des influences du passé et adaptées à la vie moderne. Donc cette exposition s'organise le long de la Seine. Il y avait 2 artères, l'une principalement dédiée au pavillon français qui occupait tout le pont Alexandre III et l'esplanade des Invalides, et dédiée aux pavillons étrangers ou régionaux. L'autre s'étire de la place de la Concorde au Grand et Petit Palais. Il y avait 21 pays, européens pour la plupart, et l'exposition a reçu à peu près 16 millions de visiteurs en 6 mois. Les 150 pavillons de l'exposition, mais aussi les jardins qui l'entouraient, furent conçus par des architectes, des décorateurs de premier plan, comme Jacques-Émile Ruhlmann, André Groult ou Pierre Charot, mais également Le Corbusier et Robert Mallet-Stevens. Elle connut un succès populaire et commercial considérable et contribua donc à populariser partout dans le monde le style appelé Art déco. Elle a mobilisé de nombreux sculpteurs qui ont été invités à décorer les murs des pavillons. La statuaire en ronde-bosse était aussi présente à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments et dans les jardins qui ponctuaient le parcours. Pour en revenir à Ossip Zadkine, il tailla ainsi un relief en pierre qui représentait un dragon pour la pergola. La pergola, c'était la pergola de la Douce France, un édifice monumental érigé sur l'esplanade des Invalides qui rassemblait plusieurs sculpteurs comme François Pompon, par exemple, et c'est un des rares monuments qui, lui, n'a pas été détruit après l'exposition, après la fermeture de l'exposition, et qui a été déposé en 1935 à Étampes, où il est toujours visible. Et d'ailleurs, dans cette exposition, il y a une maquette qui représente à l'échelle fois -100, je sais plus, cette pergola, mais on voit nettement quand même tout le travail des différents sculpteurs sur ces bas-reliefs, dont le dragon d'Ossip Zadkine, mais aussi il y a, je sais plus ce qu'a fait Pompon, si c'est là qu'il a fait son petit sanglier, il y a plein de, je sais plus ce qu'a fait Pompon. Oui, je crois que c'est le sanglier. Mais effectivement, on voit bien ce travail sur la maquette quand même avec beaucoup de précision sur le travail de tous ces sculpteurs. Donc en fait, celui qui entendait se comporter comme un ébéniste des XIIIe et XIVe siècles, qui se fiait toujours à son instinct, comme il l'écrit dans ses mémoires, garde un intérêt constant pour tous les savoir-faire empruntés à l'artisanat. Et au début des années 20, Zadkine revient du cubisme, il cherche une nouvelle voie, il expérimente différentes techniques, il va colorer, dorer, laquer ses sculptures, et il donne ainsi naissance à certains de ses chefs-d'œuvre, comme l'Oiseau d'or, un plâtre doré à la feuille, qu'on peut voir dans l'exposition, mais qui lui est là en permanence, je crois. Cet oiseau d'or, il est dans la petite véranda. Là, voilà. Donc là, il est exposé en permanence. C'est vrai qu'il est absolument magnifique, que ce soit la ligne de l'oiseau. Voilà, c'est
incroyable. Ou alors le torse hermaphrodite. Ce torse hermaphrodite, c'est pareil, ce bois allongé qui est laqué et qui a été travaillé avec le décorateur André Groult. André Groult est un dessinateur et décorateur de meubles, on verra, qui a travaillé pas mal avec Zadkine. Et c'est en fait c'est la maîtrise de la taille directe qui vaut à Zadkine d'être sollicité pour l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925. Donc il va être, comme je le disais, aux côtés de sculpteurs comme Pompon, comme les frères Martel, et qui va mettre en fait au goût du jour cette technique ancestrale de la taille directe de la pierre qui est perçue comme plus authentique que le modelage. Donc cette déambulation va nous faire découvrir ses différentes facettes, ses techniques de dorure, de laque, puis sa participation à l'architecture avec les expositions de 1925 et 1937. Et on terminera l'exposition dans son atelier qui est situé à l'extérieur avec l'évocation de 3 décorateurs dont Zadkine était proche, Hélène Gray, Marc Duplantier et André Groult. Donc là, c'est dans l'ancien atelier du sculpteur où on voit des mobiliers et des objets qui vont dialoguer avec des œuvres de Zadkine, présentées à la façon dont elles s'intégraient dans des intérieurs art déco, conçus par des créateurs renommés qui avaient su reconnaître son talent. Donc il y a l'exposition de partage un peu en plusieurs. Donc il y a 4 petites salles. Le musée Zadkine est vraiment un endroit. C'est le plus petit musée de Paris. Ah oui, il est vraiment minuscule, mais tellement charmant. Et donc dans la première salle, on va voir le tournant art déco de Zadkine. Après, on va par une petite salle qui sera plutôt consacrée au décor architectural. Après, à l'exposition de 1925. L'exposition des arts et techniques de 37, donc c'est Zadkine et la manufacture de Sèvres. Mais là, effectivement, tu dis il y avait juste une photo, parce que je me souviens pas d'avoir vu autre chose. Et donc, dans son atelier, c'est le dialogue de Zadkine, ses amitiés art déco avec les 3 designers dont je parlais tout à l'heure. Par contre, on a vu son travail sur le cristal. C'est pas le sien. Ah, c'est pas le sien. C'est pas le sien. Le cristal, c'est pas Zadkine. J'ai cru au début, mais non, c'est c'était le travail de Georges Chevalier qui travaillait avec la maison Baccarat. D'accord. Par contre, ce qu'on a vu, c'est à côté, c'est une tapisserie aussi, qui a été faite d'après une œuvre peinte de Zadkine, qui était une grande tapisserie. Mais abstraite. Non, c'est 2 personnages côte à côte. Ah ouais. Ouais, c'est deux personnages. Oui, avec beaucoup d'imagination. Non, on les reconnaît bien. Enfin, je trouve qu'on les reconnaît bien. Voilà. Et dans la partie architecture, on voit par exemple 2 cariatides. Moi, j'ai beaucoup aimé cette salle en fait, où on voit ces œuvres. De même qu'on voit ce qu'il avait fait, qui s'appelle les arts et l'industrie. Donc ça, c'est plutôt 36-37. Donc c'est un plâtre qui était préparatoire au décor qu'il exécuta pour la façade d'un bâtiment public, le travail et les loisirs. Donc c'est un relief monumental en ciment moulé qui ornait l'hôtel de ville de Poissy, qui a été inauguré en 37 et qui était pleinement d'actualité à l'époque du Front populaire, parce qu'on voit la musique, on voit le théâtre, et au milieu on voit l'industrie avec un ouvrier qui est en train de travailler. Oh là là, dis donc, voilà, quelle aventure! Voilà. Donc on voit aussi la pergola, on voit le petit sanglier aussi là, carrément en sculpture de Pompon, qui est absolument extraordinaire. Ah ouais, Pompon, c'est vraiment le sculpteur de cette époque, le majeur, quoi. Voilà. Moi, j'ai vu un vrai Pompon chez un galériste à Londres, un petit Pompon en plomb, qui était charmant comme tout. Oui, enfin, ce qu'il faut relever aussi dans l'art de Zadkine, parce que c'est, en fin de compte, c'est l'art de Zadkine qui soit influencé par les arts déco ou pas, c'est son espèce de travail sur les creux dans ses sculptures, et les pleins et les bosses, parce que il a quand même, je sais pas si c'est, peu importe si c'est de lui ou d'ailleurs, mais il travaille, si vous voulez, il fait un bras en creux, et l'autre il le fait normalement en plein, un visage en creux, un visage en plein, c'est-à-dire qu'il transforme la plastique d'une sculpture d'une manière tout à fait, pour moi, révolutionnaire, c'est-à-dire de oser évider ce qui n'est pas évidé dans la nature, et pour voilà, ça donne, si vous voulez, ça retient l'attention et ça donne une autre dimension à ces rondes bosses, voilà. C'est ronde et creux bosse, c'est plus ronde bosse tout court, c'est ronde et creux bosse, voilà. Ouais, comme et c'est, si vous voulez, bon, il faut
il faut d'abord s'en imprégner parce que c'est pas tout de suite évident. On a plutôt une tendance, si vous voulez, quand on regarde une sculpture, à la voir en ronde-bosse, évidemment, c'est-à-dire les pleins où il y a des pleins, les creux où il y a des creux, mais pas mettre des creux à la place des pleins et des pleins à la place des creux. Et lui, il a créé, justement, ces vides à la place des pleins dans une même œuvre. Il peut jouer avec avec cette espèce de creux plein, plein, creux plein. Et je trouve que ça veut dire que les ombres jouent différemment. Ça presque comment dirais-je, la lumière, ça fait bouger la sculpture, en fin de compte. Ça l'anime parce que, si vous voulez, quand c'est une sculpture en ronde-bosse pure, bon, bah, elle est en ronde-bosse, la lumière joue avec ses volumes, comme la lumière sait le faire dans la nature, mais quand vous avez en même temps des creux et des bosses sur une même œuvre, je trouve que ça allège un peu l'œuvre déjà, et ça la fait chatoyer à la lumière. Parce que la lumière, évidemment, elle n'agit pas de la même manière quand il y a des creux et quand il y a des bosses. Voilà, il y a une différence de réflexion, il y a une différence de diffusion de la lumière qui l'anime en quelque sorte. Je ne sais pas si, je pense que oui d'ailleurs, parce que c'était pas un demeuré, ça a été recherché par Zadkine justement pour animer l'inanimé. Voilà, ça ajoute à une animation supplémentaire à cette traditionnelle ronde-bosse. Voilà. Et un exemple dans cette exposition, c'est ce buste de jeune fille qui tient une colombe dans ses bras. Quoi. Voilà, tout à fait. La colombe en plein et en creux aussi d'ailleurs, parce que il fait pas que la jeune fille en plein et en creux, mais cette colombe aussi est en plein et en creux. Et ça, franchement, si la lumière est bien, et si la lumière naturelle arrive sur cette sculpture, ça, avec un peu d'imagination, on enlève les creux intentionnels pour laisser la ronde-bosse intégrale, on peut tout à fait comprendre que ça ajoute du chatoiement à l'œuvre. Voilà. Et c'est vrai que ce buste, on le remarque tout de suite parce que c'est quand même assez rare de voir ces creux et ces bosses. Mais c'est chez Zadkine, c'est même dans les immenses sculptures taillées à la gouge. Il travaille aussi dans les creux et dans les bosses, de la même manière que dans cette sculpture qui est assez réduite. Voilà. Et le gigantisme, il est aussi fort dans le gigantisme que dans le détail à peu près pour les nains de jardin, quoi, voilà. Alors, Zadkine, bon, il travaille le plâtre, il travaille le bois, enfin, il y a des fontes, etc., mais aussi, il travaille la terre. Et là, on a vu une sculpture c'est une femme, ou un homme, je ne sais plus très bien. Enfin, une forme humaine, en tout cas, à genoux, sur un genou, voilà, vous savez, accroupi comme ça, avec une main qui va vers le ciel, et une autre qui reçoit une offrande. On la voit pas l'offrande, c'est le geste quand on reçoit une offrande, avec un espèce de drapé blanc qu'il a dû peindre. Non, parce que c'est émaillé. Le blanc, c'est de l'émail, c'est de la terre émaillée. Mais alors, il y a le contraste là, encore une fois, alors puis il y a aussi du creux, parce que le bras qui tend la main, dont une partie est recouverte par ce qui est un drap, est en creux. Là aussi, dans la terre cuite, il y a du creux et il y a du plein, comme dans les autres sculptures en bois ou en bois, oui, voilà, en bois, en pierre aussi, en pierre bien sûr, ou même les sculptures qui ont été coulées en bronze. S'il y en a des gigantesques, par exemple, dans le jardin, il y a un bronze géant, avec tout ses creux, ses pleins, etc. Et là, cette terre cuite, il y a un contraste entre la terre brute, la terre cuite, mais sans aucun après, c'est une terre chamottée un peu, vous voyez, cette terre avec qui n'est pas lisse du tout, qui est vraiment comme de la terre cuite, et le contraste entre cette terre chamottée et ce linge
en céramique, en terre vernissée, voilà. Et il y a là-dedans, c'est très ramassé. S'il n'y avait pas ce creux dans le haut du bras, on ne pourrait pas penser que c'est un Zadkine, mais Zadkine l'a signé avec ce creux dans le bras. Voilà. On ne peut pas ignorer que c'est un Zadkine, mais assez loin quand même des Zadkines traditionnels. Oui, c'est vrai, oui, parce qu'elle est plus carrée, elle est, oui, il y a quelque chose qu'on reconnaît pas forcément Non, dans non. l'allure générale, quoi. Non. Effectivement, il faut aller fouiller, quoi. Voilà. Il y a aussi, donc, il y avait quoi? C'était une gouache ou une peinture? Oui, parce que il est très traditionnel dans son approche de la sculpture. Il fait avant de taper dans le dur, il fait beaucoup de croquis, d'aquarelles, etc. pour bien appréhender l'idée du sujet. Et là, il y a effectivement des aquarelles qui sont assez sérieuses. Et c'est pas du tout c'est pas jeté comme ça sur le papier. Des futures œuvres sculptées, voilà. Et ça, si vous voulez, il y a des sculpteurs comme Pompon probablement. J'ai pas l'impression qu'ils faisaient ce genre de travail méthodique d'approche de l'œuvre sculptée, ou d'autres. Alors on a tout un catalogue chez nous-mêmes, dans nos têtes et dans nos cœurs, de sculpteurs assez, femmes ou hommes, qu'on aime, et de l'art moderne particulièrement, et où ils se jettent dans le boulot à l'aveugle comme ça, sans même avoir une idée bien sûr, mais pas la formaliser avant sur du papier. Et dans cette exposition, on voit plusieurs aquarelles de format variable, en couleur, qui représentent l'œuvre qui doit être tapée dans la masse. Voilà. Et là, j'en ai une, assez fouillée d'ailleurs, mais avec seulement comme couleur un camailleux de brun, et voilà, du clair au plus foncé, avec une petite touche de vert dans une poterie. Qui fait beaucoup de choses. Ouais, bien sûr. Le vert, il est très présent. Ouais, très présent. On le voit bien. Il est sur le coin inférieur gauche. Mais, si vous voulez, dans cette espèce de surface plutôt brune, ou ocre, clair, plus ou moins sombre, il y a ce pot vert. Une céramique probablement verte. Voilà. Ouais, mais c'est peut-être après son travail qui va être avec Sèvres, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc après, on sort, on traverse ce petit jardin un peu magique, hein, avec ces sculptures, comme tu disais, ces bronzes, qui datent plus après 45. En fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale, et là, c'est un style qui est très différent. C'est les villes détruites. Enfin, c'est des oui, il a représenté, si vous voulez, la destruction, c'est d'Amsterdam. Oui, c'est Amsterdam ou Rotterdam. Rotterdam, il y a un port de cette région qui a été complètement anéanti par les nazis. Et voilà, qui a été déclaré ville martyr ou port martyr, enfin quelque chose comme ça. Ouais. Et dont il a fait une sculpture monumentale qui est là-bas d'ailleurs, c'est en Pays-Bas. Oui. Ouais. Oui, mais ce jardin, en même temps, puis il y a la dernière pièce, son ancien atelier, et là, moi, je n'y suis pas rentré parce qu'il y avait une foule compacte. C'est un tout petit espace, avec une immense ronde bosse en bois au milieu, qui touche presque le plafond. Et alors, je vois aucun intérêt, déjà que j'aime pas beaucoup les foules, mais là, autour, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Il y avait un groupe en fait. Après ils sont sortis, moi j'ai pu rentrer quand même un petit peu. Donc là c'était surtout la rencontre entre Zadkine et Helen Gray, donc qui est architecte designer irlandaise, qui est plus âgée, hein, je crois qu'il a 10 ans de plus que Zadkine. Et puis Marc Duplantier et André Groult, avec qui il a travaillé. Donc c'est ces trois décorateurs qui se sont intéressés dans les années 20 et 30 à l'œuvre de Zadkine, qui ont été plus
plus ou moins proches. Donc on ne sait pas forcément les liens que Zadkine a entretenus avec par exemple Hayden Gray. Ce qu'on sait, c'est qu'elle, quand elle est arrivée à Paris, au début des années 20, il y a un portrait stylisé qui a été réalisé par Zadkine en 24 et elle a gardé toute sa vie ce portrait qu'on peut voir sur certaines photos. Donc c'est en pierre. Voilà, c'est en pierre mais avec des yeux. Je crois qu'il y a c'est du marbre. Qu'est-ce qu'il y a au milieu qui représente les yeux, quoi. Avec le décorateur André Groult, donc la relation a été à peu près à partir des années de 26, quand il y a eu la construction de l'hôtel Mayen à Paris dans le 16e, il y a eu des créations communes, et Zadkine a réalisé 9 bas-reliefs, dont 3 sont exposés dans cette exposition. Il y a eu un paravent pour le décorateur. Groult a laqué une de ses sculptures, donc c'est le torse d'Hermaphrodite qu'on peut voir, je crois, dans la salle 1. Et il avait aussi sculpté le portrait de son épouse Nicole Groult. Pour info, Nicole Groult, c'était après qui ont eu Benoît et Flora Groult, qui sont des autrices connues. Voilà. Et après, donc, il a été avec Marc Duplantier, c'est un décorateur qui est connu, qu'il a rencontré aussi, avec qui il a un peu travaillé. Donc là, il y a plusieurs objets qui font un peu des intérieurs. Bon, effectivement, ce sont des intérieurs très bourgeois, avec des beaux objets. Enfin, voilà. Mais ce qui est important, c'est, en fait, ce qu'ils veulent nous montrer, c'est comment, effectivement, Zadkine est sorti de la sculpture, juste la sculpture, pour aller vers un lien un peu avec ces arts différents et un retour aussi un peu à l'artisanat dans la conception. C'est ça qui voulait être signalé, quoi. Sa vie, quoi, là. Voilà, il a jamais lâché son travail de sculpteur. C'est en fait un travail d'artisan, comme tous les sculpteurs de Notre-Dame, qui étaient des gens anonymes, des ouvriers qui avaient cette imagination fantastique, qui ont fait des gargouilles, qui ont fait tout un ensemble de chimères, etc., et qui n'étaient pas des artistes, qui étaient des artisans, tout simplement, et anonymes en plus. Ils signaient même pas leurs œuvres. Et Zadkine, c'est un peu ça qui a conduit sa vie d'artiste. Voilà. Et alors, pour revenir sur cette dernière salle dans le jardin de son ancien atelier, avec cette foule compacte, mais qu'est-ce qu'ils ont pu voir et que les guides qui promènent comme ça des gogos dans les musées, ça leur vient pas à l'esprit que, au lieu de faire rentrer tout le groupe, ils en fassent rentrer 2 ou 3 qui au moins pourraient s'imprégner des œuvres qui sont là. Mais quand on est une dizaine ou une quinzaine de clampins dans une salle qui peut en contenir au maximum 2 ou 3 pour voir ce qu'il y a dans la salle, voilà, il y a des choses comme ça complètement incohérentes. Mais par contre, je voudrais quand même signaler qu'il y avait un atelier pour les enfants et même les adultes, parce qu'on a vu des adultes qui s'intéressent à ça, où il y avait tout un petit matériel qui permettait de créer un décor art nouveau ou art déco sur des petites boîtes carrées, des petits volumes carrés. Voilà, alors ils avaient à leur disposition des papiers, des crayons de couleur, des feutres, etc. Et avec des dames compétentes dans le métier de décorateur et qui étaient là. Mais j'ai trouvé ça, mais c'était au-delà du charmant, c'était vraiment une approche, si vous voulez, pour les jeunes, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'il y avait enfants et adultes, une approche intime des ressorts de l'art déco. Voilà. Ouais, et ça c'était bien. En plus, c'était un atelier gratuit, sans réservation. Aujourd'hui, où il faut prévoir tout, à quelle heure, machin, truc, muche, là, on pouvait arriver et s'installer et décorer sa petite boîte. Voilà. Non, mais c'était vraiment craquant. Ouais, il y a un petit garçon d'ailleurs qui a fait une très belle boîte avec. Il avait même mis ça faisait un peu ça brillait un petit peu. Enfin, il y avait des papiers à coller. Non, c'était. Et d'ailleurs, il y avait aussi un atelier identique dans l'atelier de Zadkine. Ah oui, je sais pas comment il pouvait travailler là. Il y avait quand même. Donc, et ce qu'on aime aussi, ce qu'on a regardé, ce qu'on a cherché en sortant du musée, vas-y Robert. Les frères Van Gogh, alors on était persuadés qu'ils étaient à un emplacement bien précis, on les voit pas, on se demandait où ils sont passés, si bien qu'on a interviewé un des gardiens du lieu, en lui disant, mais pourquoi, parce qu'on n'avait pas vu que les frères Van Gogh y étaient, mais ils étaient dans un endroit où on ne pouvait pas les voir. Voilà, nous, on n'a pas cherché à les voir. C'est planqué dans un creux à côté d'un tronc d'arbre, un arbre. Et c'est vraiment, pour les voir, il faut vraiment chercher. Et la personne qu'on a interrogée
n'a jamais connu d'autre emplacement que celui qui était là quand on est passé vendredi. Alors que nous, on était persuadés. Ouais. Est-ce qu'on a rêvé? On ne le saura jamais. Mais chacun de notre côté, on a eu le même réflexe. Tiens, où sont passés les frères Van Gogh? Parce que c'est un projet, c'était un projet de sculpture pour la tombe des frères Van Gogh, quoi. Je crois qu'il y est sur leur tombe. Ah il doit y être. Je sais plus, je sais qu'il y en a, mais je me rappelle plus exactement lequel. Si j'aime la Grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris. Paris, Paris, Paris. Madame, c'est votre robe si jolie. Paris, Paris, Paris. C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, paradis. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris. Donc, Joséphine Baker, Paris, Paris, Paris. Une beauté avec une voix vraiment assez extraordinaire. Voilà. Alors, belle comme... Il y a une sculpture de Zadkine, sans les creux, qu'avec les bosses. Voilà, exactement. Alors, les expositions. Donc, cette exposition, Zadkine et l'Art déco, c'est jusqu'au 12 avril. Vous avez encore le temps d'y aller. Martial Reiss à la Galerie Templon, c'est jusqu'au 14 mars, donc il ne reste plus beaucoup de temps. La trame de l'existence, Magdalena Bakanovic au musée Bourdelle, un joli petit musée aussi avec un jardin sympathique, bon, beaucoup plus gros quand même le musée Bourdelle, jusqu'au 12 avril. Ça n'a rien à voir. Voilà. Léon Spiller à la Galerie David Schwinner jusqu'au 28 mars. Leonara Carrington au musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet. Art cruel à la Galerie Kaléidoscope jusqu'au 30 avril, un hommage au photographe Sebastião Salgado, c'est à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'au 30 mai. Et du coup, j'ai regardé les infos reçues par Internet sur les newsletters. À la Galerie Garcia Lorca, dans laquelle nous avons loupé l'exposition Séni Awakamara, cette potière sénégalaise, il y a une exposition Wabé. Et toi, tu as lu il y a quelques pages dans le dernier Artention sur ce travail. Ouais. C'est-à-dire, ce sont des cartons, des papiers mâchés ou des choses comme ça, voilà, des sculptures en papier mâché peintes. Beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Voilà. Et donc moi j'ai reçu aussi une information de ce coiffeur galeriste bruxellois, Jean Marchetti. Donc il entame une nouvelle exposition, c'est Paul Cox. Ouais. Tu vas y aller ? Ouais, j'ai envie. Je ne sais pas si j'irai cette fois-ci, mais ouais, j'ai bien envie. Le culturel de la semaine, Robert a regardé un doc Arte sur l'art. La femme fatale dans l'art. Voilà. Bon, écoutez,
la femme fatale dans l'art, je suis pas convaincu de ce que j'ai vu, mais bon, je ne connaissais pas, j'ignorais que l'art avait consacré beaucoup d'œuvres à de femmes fatales. Voilà, bon, je sais pas trop quoi en dire. J'ai regardé évidemment de bout en bout, parce que je suis parfois un élève attentif. C'est très rare parce que je suis plutôt dissipé, mais enfin, de temps en temps, j'arrive à me discipliner. Mais je ne sais pas quoi trop en penser. D'accord, faut regarder. Voilà. Faut regarder. Vous pouvez regarder sur Arte Replay. Alors moi j'ai lu un livre, Le Parlement de l'eau de Wendy Delorme. J'ai lu son avant-dernier livre, c'était Le Chant de la rivière, qui m'avait complètement transporté. Là, Le Parlement de l'eau, c'est un ouvrage atypique. Wendy Delorme, pour moi, elle est politique, féministe, écologique, poétique, inspirante, et là elle nous décrit une utopie où ce sont les entités de l'eau qui parlent. Donc elle mêle, c'est un récit narratif avec trois fils narratifs justement, où on a les entités de l'eau, où elle est là dans le quotidien, dans un quotidien de ces années-là. Ce livre vient de sortir, et donc elle fait même référence à la dissolution de l'Assemblée nationale, ou à ce qui peut nous arriver politiquement. Donc on est inscrit vraiment dans le présent, et en même temps cette autrice écrit un roman qui se passe en 2050, et on va vers une utopie, et ça fait du bien. Malgré tout ce qu'elle décrit, ce livre se termine par de l'espoir sur ce qu'on peut faire, comment on peut vivre après, et tout ça autour de l'eau. Alors la bibliographie est énorme. Elle a passé, je pense, une année de sa vie à lire des livres, que ce soit des romans ou elle a été dans les archives, et en fait elle habite Lyon, et elle recherche un cours d'eau qui coule à Lyon. Elle cherche la source de ce cours d'eau, et donc on va se promener, que ce soit en 2050, aujourd'hui, dans ce monde de l'eau, avec beaucoup d'espoir, et elle écrit d'une manière merveilleuse. Moi, ce livre m'a bouleversée. Je peux plus voir un petit cours d'eau sans imaginer tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça implique, que ce soit en dessous, que ce soit comment l'homme a transformé ses paysages, a bitumé. Enfin, vraiment, elle m'a emportée. À Nogent-sur-Marne, il y a un quartier qu'on appelle la Fosse aux Ours, et cette fosse aux ours, dessous, passe un petit cours d'eau qui va se jeter dans la Marne. Ouais. Et si tu veux, il y a aucun, il se jette dans la Marne, on sait précisément où, et il y a aucun, comment dirais-je, moi je l'ai appris parce que je suis né dans ce coin-là, mais et quand j'étais enfant, on appelait ça la fosse aux ours, je sais pas pourquoi, mais ça passe sous la rue Carnot, etc., et ça va rejoindre par le boulevard de la Marne, ça va rejoindre la Marne. Mais voilà, c'était pour... Quand j'étais enfant, c'était magique de penser à ces choses-là. Mais je trouve que ça reste magique. Enfin, quand j'ai lu ce livre, alors là, effectivement, elle parle de Lyon, elle connaît très bien parce qu'elle y habite, elle s'y promène en vélo, à pied, donc elle cite des lieux, et en fait, j'ai voulu aller chercher des cartes de Lyon et des environs pour comprendre un petit peu, mais c'est peut-être pas forcément utile, parce que ce qu'elle raconte là, je pense qu'effectivement c'est valable dans toutes les régions. Oui, où bien sûr, il y a des cours d'eau qui ont été enterrés. La Bièvre. Il y a la Bièvre. À Montreuil, on a la Duisse qui passe en dessous. Enfin, je me demande des fois, mais elle passe pas dans mon jardin, parce que les arbres prospèrent d'une manière incroyable. Donc, et ça, il y a un côté magique de rechercher tout ça, et là elle porte de l'espoir en disant que effectivement on est dans un monde en 2050 qui de plus en plus on est surveillé, enfin l'eau est rationnée, enfin il y a tout un contexte qui est quand même très angoissant, mais elle arrive à en faire une utopie par comment les gens qui vivent dans cette communauté vont essayer d'aller de s'en libérer, quoi. Bien sûr. Et tout de suite, le salut à nos aminches, Claude et André de la Lancion, Claude et William, nos potes de Brest, dont on a eu des nouvelles et on les en remercie, ils sont tous les deux bien vivants, un peu ennuyés par comment on appelle ça, les gens qui s'occupent des immeubles là. Ah, les syndics, oui, bon, des petits soucis de syndic gestion qui immobilière. a des idées de grandeur, enfin bon. Voilà, c'est jamais drôle. La location, à mon avis, c'est la meilleure solution pour vivre heureux et tranquille. Bon, la propriété, c'est le vol, c'est bien connu. C'est pas celle auquel on pense, mais enfin bon, c'est quand même à laquelle on pense. Là, tu t'embrouilles un peu. Oui, je m'embrouille un peu. Bon, tu remets des pardonnerez, pinceaux, c'est la fin de l'émission, je suis cuite.
Jean-Paul Souvrane, un immense peintre de schnorr à coups de caire-branche dans la banlieue Dunkerque. Salut JP. Claudine, une copine de ma camarade Piquet-Cou, qui a aidé sa camarade Claudine dans un petit déménagement de meubles. Non, mais quand même, il faut dire que... Deux nanas d'1m50 ensemble, c'est pas 45 kilos tout habillés, bon, voilà. Corinne, un Emmanuel et Frédéric, un petit trio de potes, voilà, qui font dans l'art. Corinne, une tapissière de génie, un Emmanuel, une illustratrice peintre de génie, et Frédéric, un aquarelliste de génie. Juliette Planck, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer et qui est fait dans la gravure, voilà, et qui... Ah bah c'est une bonne, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est pour ça qu'on en parle. Et qui ouvre son atelier à des amateurs qui sont curieux de connaître un peu plus de choses sur la gravure. Alors il paye évidemment un petit écho pour pouvoir manier la gouge et la pointe sèche. Sophie Lautrec-Brage, une grande peintre et graveuse versaillaise, impressionnante. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le fou chantant de la gouge. Voilà, quand même une pointure, faut dire, c'est pas n'importe qui, notre Clément. Agnès Dubar, une graveuse aussi fabuleuse et magnifique, en relégation en Bretagne Sud, après l'avoir été en Ariège, à sa sortie de l'île où nous l'avons connue. On adore, son travail à cette époque. Non, elle va bien, elle a plein de projets, donc c'est oui, super. Oui, on lui souhaite le meilleur à notre Agnès. Thierry Morciot, un grand graveur bruxellois, aussi modeste qu'il est grand dans son métier de graveur. Voilà, on le salue depuis notre résidence magnifique de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, 94-130. Non, on n'y croyait pas du tout, c'est pas du tout là qu'on habite. Mais on truque parce qu'on a les RG aux proses. Alice Amoroso, une immense graveuse aussi, très jeune, qui a tout l'avenir devant elle, au bout de sa gouge. Raoul Viloula, un grand graveur aussi, la même génération, un peu plus vieux quand même, 40 ans, quelque chose comme ça, aux cerises. Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres. Colette, veuve de Odon, un plasticien de génie, et Jacqueline, veuve de Raymond Imbert, le chaînon manquant entre l'abstraction et la figuration. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, dont il ne reste que Laurence. Liliane ayant mis les bouts sur le chemin de la route des grandes plaines du Manitou, voilà. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui elle aussi a pris le trimard définitif. La rousse flamboyante, elle n'a pas pris le trimard, elle n'est pas près de le prendre d'ailleurs, qui est maintenant blanche comme les cerisiers au printemps. Non, pas les... Si, c'est les cerisiers ou pas, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'en ai vu un jardin de cerisiers. Les cerisiers, oui, les prunus, je sais pas exactement. Ouais. Alice, la rousse flamboyante, oui, on parlait d'elle, qui anime 3 émissions sur une radio omni à destination des enfants et de leurs parents. C'est une ancienne institutrice qui en a sous le capot. Donc vous pouvez aller sur cette radio Omni. Si vous ne savez pas quelle est cette radio Omni, ne comptez pas sur nous pour vous donner son vrai nom. Voilà, Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les 6 messes de Florence Quenu, à la librairie L'Empreinte de Bourg-en-Marlotte. Dominique Polazard, une immense galériste, hélas aujourd'hui disparue, qui était vraiment si humaine qu'on se grattait les dessous de bras pour savoir si c'était une galeriste, vraiment, parce que les galeristes ne sont pas très aimables d'une manière générale. Marie Degnaud, une autre galériste aussi fabuleuse, voilà, dont on aime beaucoup la personnalité et ce qu'elle présente sur les 6 messes de sa galerie Kaléidoscope à Paris, rive gauche. C'est quelle rue ? Rue Mazarine. Rue Mazarine. 19 rue Mazarine. 19 rue Mazarine, vous savez tout. Antoine Mallory de Padam Swing, un petit trio de musicos, voilà. Seulement connu de ma camarade Piquet-Cou,
et Anna Sinoracka, une peintre polonaise de talent, dont on aime beaucoup l'œuvre solide. L'émission est à l'écoute sur le blog arracaille.fr. On se finit avec Faut vivre de Mélisse Bell. Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.